Bonjour. Le cours d'aujourd'hui est dédié à la plasticité des matériaux. Nous avons vu la dernière fois ce qu'était l'élasticité. Aujourd'hui, nous allons voir qu'au-delà d'une certaine limite, un certain nombre de matériaux vont se déformer plastiquement. Voyons un peu d'abord le contenu du cours. Tout d'abord, dans une brève introduction, nous allons voir que certains matériaux sont élastiques, mais l'élasticité n'est pas linéaire, c'est-à-dire que la relation entre la contrainte et la déformation n'est pas une droite. Ça n'est pas un comportement encore plastique. Puis nous verrons ensuite qu'est-ce que l'on appelle comportement plastique. Puis nous passerons un certain temps pour décrire la plasticité des métaux, qui peuvent se déformer plastiquement par maclage ou plutôt le plus souvent par des dislocations. Puis nous verrons le comportement plastique des polymères avant de voir la carte d'Ashby de ce qu'on appelle la limite élastique et avec une conclusion pour ce chapitre. Mais avant de démarrer, nous allons commencer tout de suite par une déviation de l'élasticité linéaire, envoyer une petite expérience dans la salle avec Léa. Donc beaucoup de matériaux ont un comportement élastique mais linéaire, c'est-à-dire que lorsqu'on tire dessus, ils vont revenir à leur position initiale, mais certains matériaux ont un comportement élastique mais non linéaire, c'est-à-dire qu'il va avoir une courbe un petit peu particulière. Alors Léa, qu'est-ce que tu nous montres comme exemple de matériaux non linéaires? Alors, comme exemple, j'ai pris ces paires de lunettes qui sont faites à partir d'un alliage qu'on a dit à mémoire de forme, qui est un alliage de nickel et de titane dans à peu près les mêmes proportions, et qui est, comme on dit, super élastique. Donc, je peux le déformer énormément. En fait, il y a un changement de microstructure quand on fait ça, qui est réversible et qui fait que lorsqu'on relâche la contrainte, il reprend sa position, sa microstructure de départ. Donc, on va peut-être voir sur une courbe maintenant comment se présente effectivement sa courbe super élastique. Vous avez vu que la monture de lunettes en alliage nitinol, nickel-titane, a une déformation très grande et qu'elle revient quand même à sa position d'origine. Pour autant, bien sûr, qu'on ne dépasse pas quand même, on n'exagère pas. Le comportement de ce matériau est dit superélastique car la courbe reliant la contrainte à la déformation va avoir l'allure suivante. Lorsque je mets un matériau tel que du niti dans une machine de traction, pour bien le caractériser, eh bien vous allez avoir un régime élastique linéaire, c'est-à-dire que ça sera vraiment de l'élasticité où vous tirez sur les liaisons. Si vous n'atteignez pas ce plateau et que vous redéchargez, ben vous revenez par le même chemin à une déformation nulle, donc on est purement élastique linéaire, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais si je dépasse un seuil, eh bien ici vous allez avoir un comportement très particulier de ce matériau, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle une transformation de phase, une transformation martensitique, où en fait si on imagine que la maille du cristal au départ était comme ça, elle va peut-être se transformer de cette manière. Donc il y aura plein de petits domaines qui vont se transformer, un peu comme un jeu de dominos qui tout d'un coup passe d'une structure à une autre lors de la transformation. Et si tout d'un coup je relâche la contrainte, bien je vais revenir pas tout à fait par le même chemin, mais par un chemin parallèle à peu près, où les petits domaines qui ont changé de structure vont revenir à leur structure initiale, d'où ce qu'on appelle aussi un peu alliage à mémoire de forme, ils se rappelaient un peu dans l'état dans lequel ils étaient, et pour finalement revenir avec une déformation nulle. Donc on a fait une espèce de boucle, ça veut dire qu'évidemment si on fait cette boucle, il y a une certaine dissipation d'énergie, c'est des domaines qui frottent, si on peut dire, entre eux. Donc vous allez passer d'une structure à une autre, puis revenir à la structure initiale par un autre chemin. On parle donc de comportement superélastique. Comme on le sait dans les arts dits plastiques, eh bien, la plasticité veut dire un changement de forme permanent. Par exemple, vous prenez un morceau d'argile que vous façonnez, vous faites un pot, vous espérez que le pot ne revienne pas à sa forme initiale. Ici, j'ai un petit morceau de
d'un matériau un peu particulier, qui est un polymère, qui s'appelle du silipetit, qui est relativement mou à température ambiante. On le réexpérimentera encore dans la salle d'expérience plus tard dans le cours, mais vous voyez, il est très malléable, un peu comme du chewing-gum. Donc, on va dire qu'il a un comportement plastique, voire presque visqueux, parce qu'il peut se comporter presque un petit peu, si on le laisse sous son propre poids, il va un petit peu s'écouler très 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 lentement. Nous reviendrons sur cette notion plus tard. Donc, art plastique, comportement plastique, ça veut dire que vous déformez le matériau sous une contrainte et qu'en enlevant la contrainte, il va garder un état résiduel de déformation. Voyons-le plus en détail. Voilà le comportement typique d'un alliage métallique à température ambiante. Eh bien, là aussi, si je reste à faible déformation, que je charge en contrainte, il se déforme, il s'allonge. Si je relâche la contrainte, il revient par le même chemin avec une déformation nulle. Mais si je vais au-delà d'une certaine limite, qu'on appelle limite élastique, eh bien, je vais d'abord changer de pente, premier phénomène, et puis si je m'arrête à cette contrainte-là, par exemple ici, et que je veux renlever la contrainte, cette fois on revient par un autre chemin, il est vrai, mais de manière non réversible, c'est-à-dire qu'en revenant, on va terminer avec une déformation résiduelle, qui est représentée par cette valeur, qu'on va appeler epsilon xx, parce qu'on a supposé qu'on déformait selon l'axe x, plastique. C'est-à-dire que le chemin de retour du matériau n'est plus le même. Si je prends un polymère thermoplastique, il a un peu le même genre de comportement, on le verra tout à l'heure plus en détail, comme pour les métaux d'ailleurs. Si je reste en dessous d'une certaine limite, il a un comportement élastique. Si je reviens à une déformation nulle. Mais si je vais au-delà, eh bien, après un petit maximum, et que j'arrête la contrainte à cette valeur, je vais revenir à la valeur ici, après avoir relâché la contrainte, et avec une déformation permanente, le matériau n'a plus la même forme, et on verra qu'il contient beaucoup de défauts. On peut se poser la question, mais et alors les céramiques, pourquoi n'en parle-t-on pas dans ce cours? Eh bien, comme on le verra dans le cours suivant sur la ténacité, les céramiques, avant même d'atteindre une limite dite limite élastique, c'est-à-dire où il y a de la plasticité qui va venir, eh bien, en général, elles rompent à cause de défauts. Donc, leur courbe se présenterait un peu de la manière suivante. La céramique, en général, sont très rigides, donc le module élastique est très élevé. Si vous déformez en dessous d'une certaine limite, eh bien, pas de souci. Vous reviendrez par le même chemin à une déformation nulle, vous êtes en régime élastique. Si par contre, sans très bien prévenir, eh bien, si vous atteignez une limite maximum, sigma m, eh bien, tout d'un coup, la céramique va lâcher d'un coup de manière fragile, et ça, c'est très ennuyeux pour les ingénieurs, parce qu'au fond, la céramique ne prévient pas la rupture. Voyons maintenant un tout petit peu ce qu'il en est de la plasticité des métaux. Qu'est-ce qui fait qu'un métal est plastique et a une certaine ductilité? Bien, on reprend la courbe de traction de tout à l'heure. Donc on a dit, voilà, si on monte au-delà d'une certaine limite, on ne va pas revenir par le même chemin et on fixe cette limite à une valeur pour les métaux de 0,2%. Donc, ce que font, vu que le module élastique est une propriété qui ne varie quasiment pas pour le matériau donné, eh bien, on va prendre 0,2%, on va tracer une parallèle à la courbe de base. Elle va intersecter cette courbe qui change continuellement de pente, et on va appeler ceci la limite élastique, qu'on va parfois nommer aussi sigma y pour yield, pour dire que c'est à partir de ce moment qu'il va y avoir un écoulement plastique de la matière. Et vu qu'on a défini cette valeur à 0,2, on appelle aussi cette valeur pour les métaux sigma 0,2. Donc, vous allez dire, oui, mais dès le départ, il y a une petite déformation plastique, puisque j'ai déjà dévié du régime linéaire de départ. C'est effectivement le cas, mais effectivement, peu importe, puisque une fois que j'ai dépassé ce point, et puis que je vais clairement dans le régime plastique,
eh bien, en ayant obtenu une certaine valeur de contrainte, on a dit qu'on allait revenir ici avec une déformation plastique. Et la nouvelle limite élastique, c'est celle-ci. Donc on va l'appeler par exemple sigma prime élastique. C'est-à-dire que si on recharge le matériau, eh bien, il est plus résistant, sa limite élastique est montée. Et donc, ce n'est pas très important de ne pas pouvoir définir une limite élastique intrinsèque, vu que la courbe est continue, puisque au premier chargement, si vous dépassez sigma élastique, ici défini comme ce point, le chargement suivant aura vraiment cette limite comme limite élastique. Voyons maintenant un tout petit peu les états. Donc, si, après avoir introduit ces premières notions, voyons maintenant que ces quelques notions, ce qui va se passer. Donc, l'éprouvette initiale de traction, la voilà. Elle a un certain diamètre, une certaine longueur, et maintenant, je la déforme. Eh bien, si je suis en dessous de cette limite élastique fixée à sigma 0,2, eh bien, je reviens de manière élastique à la déformation initiale, pas tout à fait, je reviens éventuellement à ce sigma 0,2, à cette epsilon de 0,2. Et à noter ici que l'allongement, donc si je tire selon l'axe x, eh bien, il sera donné dans ce régime élastique par sigma xx sur le module élastique, la pente, et puis les dimensions, si c'est une éprouvette ici radiale, où il y a un rayon R, eh bien, la déformation epsilon RR, c'est-à-dire delta R sur R, ça sera simplement moins le coefficient de Poisson fois epsilon xx. Donc si on allonge dans un sens, eh bien on rétrécit un petit peu le rayon, mais il y a un léger changement de volume, le coefficient de Poisson des métaux nus étant de l'ordre de 0,3, comme on l'a vu dans le chapitre de l'élasticité. Donc là, c'est quelque chose c'est une révision de ce qu'on en a fait la dernière fois. Si maintenant on dépasse limite élastique, eh bien, on a dit, on revient ici et on a une déformation résiduelle. Et en principe, le changement de volume pendant la déformation plastique, il est quasiment nul. Pourquoi? Bien parce que exactement comme quand vous prenez de la pâte à modeler, la terre glaise, vous la façonnez, elle change de forme, elle ne change pas foncièrement de dimension. Donc ici, la nouvelle limite élastique, si je recharge, je vais monter plus haut et je vais resuivre ici. Si je fais ça, je décharge, je remonte et je repars ici et je continue. Ici, nous aurons la résistance maximum du matériau, sigma m, que les Américains appellent aussi sigma UTS pour dire Ultimate Tensile Strength. Donc vraiment, c'est la résistance maximum ultime en traction. Et en fait, si vous avez une machine de traction qui va contrôler cet axe-là, c'est-à-dire le déplacement, ce qui est en général le cas, eh bien, vous pouvez continuer à tirer, mais en fait, la force mesurée va décroître. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une légère striction à un endroit, une déformation localisée dans l'éprouvette, dans la section de l'éprouvette, et à ce moment-là, la section étant réduite, évidemment, le matériau ne peut plus tenir autant de force, et par conséquent, la contrainte, elle, va diminuer jusqu'au moment où il y a rupture, comme indiqué sur la diapositive suivante. Et en général, cet allongement, mais la valeur plastique, c'est-à-dire en traçant toujours le module élastique, on appelle ça la ductilité du matériau, c'est-à-dire est-ce que j'ai pu le déformer de 10%, 20% avant qu'il y ait rupture de manière plastique, c'est juste avant que ça lâche, de manière plastique.
Donc, en général, les métaux sont relativement ductiles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir toute une possibilité de parcourir cette courbe avant d'amener à la rupture. À noter que si vous étiez en train de contrôler cet axe-là et non pas l'axe des déformations, une fois que vous avez atteint sigma m, un tout petit incrément de contrainte fait lâcher immédiatement l'échantillon. Donc la courbe s'arrêterait bien sûr ici, parce que ce n'est plus une courbe monotone lorsqu'on met l'axe sigma xx sur une horizontale et non pas sur une verticale. Donc voilà un tout petit peu les mécanismes qui interviennent dans le comportement plus exactement. Et maintenant on va voir un peu pourquoi cela se passe ainsi. Et pour ce faire, je vous propose d'aller d'abord dans la salle d'expérience pour voir un mécanisme de déformation plastique avec de l'étain. On va voir maintenant une déformation plastique, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer une contrainte, le matériau va se déformer comme pour les lunettes, mais quand on va relâcher la contrainte, il ne va pas revenir dans sa position initiale. Et Léa, tu vas nous montrer pour l'étain la déformation qui s'accompagne en fait par la formation de macles. Oui, en fait, ces macles, ce sont des défauts qui sont localement, le réseau cristallin prend une structure miroir qui, dans ce cas, n'est pas réversible. Donc, la structure miroir, c'est le même réseau, mais en fait, les atomes sont disposés symétriquement. D'ailleurs, les Anglais, je crois, ils appellent ça des twins, des jumelles, pour bien dire que c'est une relation de macles, de symétrie. Et ce changement de structure, il s'accompagne, dans le cas de l'étain, de la création d'une onde sonore. Donc, j'espère que vous allez entendre. Ah ouais. Ce crissement est typique donc, de la déformation lorsqu'on crée des macles. Et c'est en fait une... Ah ouais, on peut le refaire. Ouais. Et ce que tu viens de faire là, en fait, c'est très simplement un test qui se fait beaucoup en physique, qu'on appelle l'émission acoustique. C'est-à-dire écouter les ondes sonores émises par la formation de défauts, on en verra d'autres que des macles, il y a aussi des dislocations, qui permettent au fond d'examiner comment le matériau se déforme de manière plastique, par quel mécanisme. Mais je vous propose de retourner à la théorie pour voir effectivement ce que c'est que ces macles. Comme vous l'avez vu dans la salle d'expérience, pour l'étain, on a dû clairement dépasser sa limite élastique, après il n'avait pas la même forme. Puis d'autre part, on a entendu pendant l'opération de déformation, on a entendu des sons qui en fait correspondent à la formation de macles, c'est ce qu'on appelle aussi de l'émission acoustique. On écoute comment le matériau se déforme. Maintenant, nous allons voir un tout petit peu à quoi correspondent ces mécanismes, qu'est-ce que c'est qu'une macle. Pour visualiser cela, on va prendre donc un réseau cristallin qui est un peu particulier. C'est une structure cubique à face centrée qui est non pas le cas de l'étain, c'est le cas par exemple du nickel, de l'aluminium, du cuivre, etc., de pas mal de métaux comme on l'a vu. Et on va se placer dans un plan perpendiculaire au plan 1,1,1. Donc la direction 1,1,1, la voici. Donc les plans 1,1,1 sont ces plans-là. Plan 1,1,1. Donc le plan de la figure dans lequel on regarde ce réseau, c'est un plan perpendiculaire d'une part au plan 1,1,1 et en même temps qui contient la direction 1,1,-2 et c'est donc des plans 1, -1, 0 puisque la direction 1, -1, 0 est en même temps perpendiculaire à cette direction et à celle-ci. Ce n'est pas très important. Puis maintenant, on va imaginer qu'on va cisailler ce cristal, c'est-à-dire qu'on va pousser une partie du cristal en retenant l'autre. Et voyons ce qui se passe. Tout d'abord, avant de cisailler, remarquez la structure de ce réseau cubique à face centrée, c'est que dans ce plan, on voit bien l'arrangement des atomes des plans que l'on avait vu lors du cours structuration des matériaux, où vous avez une succession de plans A, B, C, A, B, C, puisqu'effectivement, ce plan A, les atomes sont superposés, etc. Et tous les trois couches, vous avez ce A, ce B, ce C, etc. Donc vous avez des plans. Les plans 1, 1, 1 sont effectivement, comme on l'a vu pour toute structure cubique face centrée d'un métal, il y a une structuration ABC, ABC. Maintenant,
regardons ce qui se passe quand on cisaille ce cristal en poussant avec la petite flèche. Et bien sûr, il faut retenir le cristal de l'autre partie. Donc le plan de cisaillement va se situer au niveau de ce plan A. Donc les atomes situés directement sur la couche supérieure, ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont tellement poussés qu'à un certain moment, ils vont dire, bon, j'abandonne ma position et je me déplace d'une unité dans la direction de la flèche en entraînant le cristal avec moi. Et donc, ici, voilà, ils sont déplacés d'une, mais quasiment simultanément, avec l'information qui va à la vitesse du son dans la matière, la couche supérieure fait aussi un saut, la couche supérieure fait aussi un saut, et vous vous retrouvez avec, ici, une zone dite zone Maclay, et elle va se former en fait à l'intérieur de la matière, à l'intérieur des grains, sur une certaine épaisseur. Mais ce que vous observez, c'est qu'on a ici noté en trétillé, vous observez que la symétrie, ici, c'est toujours le même cristal, mais on a inversé le sens des plans ABC, c'est-à-dire que dans cette zone, ici vous aviez ABC comme ça, dans cette zone, vous remarquez que vous avez CBA. Et ça, c'est typique de ce qu'on appelle une macle, que les Américains appellent de manière plus évocatrice des twins, des jumeaux, parce qu'effectivement, vous voyez que l'arrangement a simplement basculé dans l'autre sens. Et ça se fait par un mouvement quasiment coordonné des atomes à l'échelle, disons, la vitesse du son, de l'information de propagation du son dans la matière. Chaque atome par rapport au plan inférieur fait un saut d'unité. Donc, je saute 1, toi tu sautes 1 par rapport à moi, toi tu sautes 1 par rapport à moi. Et vous répétez cela un certain nombre de fois et vous avez ainsi l'apparition d'une zone Maclay. Ça, c'est un des mécanismes qui a eu lieu, qu'on a écouté dans l'étain. Le mécanisme le plus courant de déformation plastique des matériaux, c'est pas tellement les macles. Oui, ça peut se passer dans un certain nombre de cas, parce qu'effectivement le cristal n'a plus la même forme après, puisqu'il a été déplacé, il y a une zone qui est désorientée par rapport à la première. Mais le principal mécanisme, c'est plutôt ce qu'on appelle des dislocations, qui ont été découvertes, où le mécanisme des dislocations a été découvert dans les années 1930, par là autour. Et nous allons voir ce mécanisme de nouveau à travers une petite illustration par des atomes dans la matière et par une schématisation que je vous propose dans la dia suivante. On va reprendre un arrangement d'atomes un petit peu plus simple pour faciliter la visualisation. Ici, on a pris un simple réseau cubique et de nouveau, on va pousser la partie supérieure du cristal qui est ici, tout en retenant cette partie inférieure ici. Donc, vous cisaillez la matière selon le plan qui est ici, plan de cisaillement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces atomes-là ont des liaisons assez fortes, par exemple comme ceci, et comme vous les poussez, au bout d'un moment, s'il part trop dans le sens de la flèche parce qu'il est poussé, à un certain moment, il va dire, bon, moi j'abandonne ma liaison avec toi parce qu'on me pousse trop, et donc je vais me greffer, je vais me connecter en quelque sorte à l'atome voisin. C'est ce qui se passe ici. Le voilà, il s'est bougé d'unité, et maintenant il est plutôt connecté avec celui-ci, mais ceux-ci n'ont décidé de ne pas encore bouger. Donc vous vous retrouvez avec un plan atomique ici, supplémentaire, qui, au fond, cet atome-là, mais en fait ça serait une rangée d'atomes perpendiculaires à la feuille, eh bien, n'a pas de voisin dessous. Et cette ligne, ce point-là, c'est-à-dire qui n'a pas de terminaison ou de liaison avec la zone inférieure, c'est ce qu'on appelle une dislocation, et en l'occurrence ici, c'est une dislocation coin. Alors cette dislocation, qu'est-ce qu'elle va faire? Si je continue de pousser, au bout d'un moment, je pousse encore un tout petit peu, elle va se bouger d'un cran, elle va se déplacer, elle va glisser le long de ce plan de cisaillement, et on avance, ainsi ce plan supplémentaire avance. Il faut remarquer une chose, c'est que les atomes ici en dessus sont un peu en surnombre. Donc on a ici plutôt une zone en compression,
alors que les atomes qui sont ici, ils sont un peu distendus par rapport au plan supplémentaire et ils sont plutôt donc en traction. Et en fait, la plasticité des métaux est liée à un champ élastique de déformation. Les atomes ne connaissent pas finalement la plasticité. Il y a tout un champ de déformation au-dessus de la dislocation, plutôt en compression, en dessous, plutôt en traction, qui est associé avec ces liaisons manquantes, ce plan supplémentaire d'atomes. En continuant la propagation, la dislocation, à un certain moment, peut émerger de l'autre côté. Et après tout ce mouvement, on a au fond fait simplement de déplacer d'une rangée atomique, mais on l'a fait en propageant non pas tout le cristal, en le propageant d'un seul coup vers la droite, mais en fond en poussant d'abord, en accumulant un plan, et ce plan supplémentaire s'est déplacé progressivement vers la droite pour faire finalement une déformation plastique, c'est-à-dire qu'à la fin, si vous enlevez la contrainte, eh bien vous avez déplacé d'une unité. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la matière, il y a un très grand nombre de dislocations. Sur un matériau qui est très fortement déformé, vous avez des milliers, des millions de kilomètres de lignes où il manque des liaisons dessous par centimètre cube de matériau. C'est un nombre absolument gigantesque. C'est ce qu'on appelle la densité de dislocation. Donc ce mécanisme de dislocation, c'est en fait un moyen de déplacer des atomes, ici en l'occurrence d'une unité atomique vers la droite. Et en fait, c'est un mécanisme qui permet d'économiser de l'énergie lors de la déformation plastique du matériau. Et en fait, ça n'est pas totalement quelque chose d'inhabituel. Vous l'avez peut-être déjà fait chez vous, par exemple, pour déplacer un tapis. Ici, en haut, si vous avez un tapis qui repose sur le sol, si vous voulez le déplacer, vous pouvez ou bien tirer tout le tapis qui va frotter contre le plancher, ce qui vous crée une certaine énergie, ce qui vous nécessite une certaine énergie, ou alors vous faites un pli dans le tapis, vous accumulez du tapis, comme on a accumulé un plan d'atomes supplémentaire, puis vous déroulez ce plan ici vers la gauche, et à la fin, vous aurez déplacé le tapis correspondant à l'excès de tapis que vous avez mis au départ. Et ça, c'est un processus qui est bien sûr plus économique en énergie. À noter que la nature a aussi trouvé déjà ce mécanisme, comme on va le voir dans ce tout petit film, sur une chenille qui avance sur une surface. Elle va accumuler des pattes supplémentaires vers son arrière-train pour pousser tout le corps vers l'avant. Il faut remarquer que la dislocation coin n'est pas la seule, c'est la plus facile à visualiser. Pour voir l'autre type de dislocation qui est la dislocation vis, allons voir avec Léa un petit modèle en plastique dans la salle d'expérience. Alors, on a représenté ici une dislocation coin. On peut le voir ici avec la rangée d'atomes en vert. En fait, on a un demi-plan supplémentaire inséré localement dans la structure qui forme ici. Donc, tous ces atomes qui sont là en bas, en fait, ils sont reliés à aucun atome directement en dessous. Ce qui fait que les atomes ici sont un peu plus espacés que dans le réseau normal. Donc, ils sont légèrement en traction. Et ceux d'en dessus, c'est l'inverse, ils sont un peu plus comprimés en compression. Ouais, donc, ce qui montre bien qu'en fait, la déformation plastique d'un matériau lié, par exemple, à des dislocations, eh bien, ça n'est rien d'autre qu'un champ de déformation élastique autour de défauts. Donc, comme l'a dit Léa ici, c'est en compression, et ici, c'est plutôt en traction. Il y a tout un champ de déformation élastique. Mm-hmm. Mais ce n'est pas, je crois, le seul type de dislocation. Non, c'est la plus facile à voir. D'accord. Il y a un autre type qui est ce qu'on appelle une dislocation vis. Et dans ce cas, donc, représenté ici par ces petits atomes en vert, où en fait, on a ici le réseau qui a été localement tordu, mais cette fois dans ce sens-là. En fait, ça c'est la structure normale, sans dislocation, et la structure avec le défaut, où on se retrouve avec donc une ligne de dislocation, cette fois dans ce sens. En fait, on peut se rappeler de la manière suivante, c'est qu'ici, la ligne des atomes qui se trouve vraiment très cisaillée
elle est parallèle à la déformation qu'on a appliquée d'un sens, alors que ici, la ligne de dislocation, elle est perpendiculaire à ce qu'on a appliqué dans ce sens. Alors d'ailleurs, elle est difficile à voir, c'est vrai, mais c'est peut-être la plus facile à réaliser, c'est celle que vous faites très souvent quand vous prenez une feuille de papier puis que vous la déchirez, vous cisaillez d'un côté et vous cisaillez de l'autre côté, donc vous déchirez. Donc ici, en fait, c'est un point, alors là, il n'y a pas eu rupture, hein, mais il y a un point où, en fait, là, la situation n'est plus la même. Donc ici, on a décalé d'une rangée atomique là-devant par rapport à l'arrière de la feuille. Et donc, on a bien fait un cisaillement qui est perpendiculaire, qui serait parallèle ici à la ligne de dislocation, tous les points. Alors après, en pratique, les dislocations, généralement, elles ont un caractère plutôt mixte, donc mélange entre vis et coin. Et si on prend un matériau qui a été beaucoup déformé, on se retrouve avec des milliers, voire des millions de kilomètres de lignes de dislocation, rien que dans un centimètre cube. Absolument. Et donc, maintenant que l'on a un petit peu vu ce que c'était que ces dislocations, retournons à la théorie. Les macles et les dislocations dans les métaux sont extrêmement bien visualisées dans ce tout petit bout de film qui a été filmé dans les fin des années 80 par Marc Fluely, qui faisait sa thèse au Centre de microscopie électronique de l'EPFL sous la direction du professeur Philippe Buffat. C'est une petite particule d'or que vous voyez, enfin deux petites particules d'or que vous voyez sous le microscope électronique à haute résolution. Et vous allez voir apparaître, si vous êtes attentif, d'une part des macles. On voit bien cette symétrie qu'il y a des part et d'autre. Il y en a une deuxième d'ailleurs ici. Et puis, vous allez aussi avoir apparaître des dislocations, c'est une rupture de l'arrangement régulier du réseau qui vient de l'arrangement imparfait. Les atomes essayent de s'arranger après avoir coalescé deux particules. Tout ceci étant en fait le moteur d'une part de coalescer puis de se réarranger, c'est d'essayer de minimiser la surface de cette particule tout en ayant quand même quelques défauts à l'intérieur afin la nature est très économe en énergie, donc elle cherche à avoir le minimum de surface selon les plans cristallographiques considérés. On a donc vu que les principaux mécanismes de déformation plastique des métaux, c'est d'une part les macles, mais c'est surtout des dislocations qui peuvent être de nature coin, de nature vis, mais souvent de nature mixte, en très très grande densité dans les métaux. Si donc on veut augmenter la limite élastique du métal ou du matériau, eh bien il faut essayer de freiner ces mouvements, d'empêcher ces défauts de se propager, et ainsi on aura augmenté la résistance ou la limite élastique du matériau. On peut le faire de plusieurs manières, comme illustré sur les diapositives qui vont suivre. Un des moyens pour freiner le mouvement, notamment des dislocations, eh bien, c'est d'avoir d'autres dislocations. Les autres dislocations, comme une forêt de dislocations, ça va perturber, comme on l'a vu tout à l'heure, localement le champ de déformation avec des zones en compression, des zones en traction, respectivement la compression au-dessus de la ligne pour la dislocation coin et en traction sous la dislocation coin. Et donc, le réseau étant perturbé, il sera plus difficile de faire avancer une nouvelle dislocation dans ce réseau. C'est ce qu'on appelle l'écrouissage, qui, là aussi, les anglo-saxons ont des termes beaucoup plus appropriés. Ils parlent de work hardening, c'est-à-dire de durcissement par le travail. On va renforcer le matériau en le travaillant, en créant plein de défauts dedans. Et pour illustrer ce mécanisme de durcissement par le travail, d'écrouissage, retournons dans la salle de laboratoire. Pour vérifier que la formation des dislocations dans un métal va augmenter sa limite élastique et rendre plus difficile sa déformation, je te propose d'illustrer ça avec ce petit barreau de laiton donc, que je vais déformer plastiquement. Ça a l'air assez facile. Maintenant, à toi d'essayer de le remettre droit. Alors bon, je ne fais pas de la musculation, hein, mais effectivement, si je me mets même un peu plus loin,
c'est extrêmement difficile et en fait, on a plutôt tendance à déformer dans les endroits qui n'ont pas été déformés avant, mais c'est très difficile, de par la géométrie aussi, hein, quand même, mais surtout parce qu'en fait, on a créé ici Léa a créé beaucoup de dislocations dans cette région, donc le matériau, il a une limite élastique plus élevée ici que là, donc quand j'essaie de le décourber, c'est plutôt dans les autres endroits qu'on va déformer plastiquement. C'est ce qu'on appelle l'écrouissage. Donc, un terme anglais est de nouveau là aussi un peu plus explicite, puisqu'on appelle ça du work hardening, durcissement par le travail. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce cours, de vous durcir par le travail. Retournons aux autres modes de freinage des dislocations. Ici, les dislocations sont freinées par d'autres dislocations, mais on va voir d'autres mécanismes maintenant. On peut aussi freiner le mouvement des dislocations en mettant quelques impuretés de type, par exemple, substitutionnel, qui vont venir se mettre dans le réseau cristallin de la matière à la place des autres atomes et qui vont eux aussi distordre un tout petit peu localement le réseau cristallin à l'échelle atomique et freiner un peu le mouvement des dislocations. C'est donc un mécanisme de durcissement du matériau par une solution solide. Quelques atomes sont finement dispersés à l'échelle atomique. Mais un moyen beaucoup plus efficace de le faire, c'est d'utiliser carrément des précipités. C'est-à-dire que cette fois, ce ne sont plus des atomes, mais ici, une autre phase. Par exemple, on avait vu pour les aubes de turbine des petits précipités de Ni3Al dans du nickel. C'est-à-dire que la matrice ici serait du nickel, les petits précipités de Ni3Al, et ces petits précipités vont freiner le mouvement des dislocations. Et pour vous montrer combien ça peut être efficace, nous allons maintenant retourner de nouveau à la salle d'expérience pour voir la différence entre un alliage d'aluminium pur et un alliage d'aluminium avec un tout petit peu de cuivre dans lequel on a fait des petits précipités. Afin de montrer le durcissement cette fois des matériaux des métaux par précipitation, c'est moi qui vais prendre la partie facile, Léa. Je prends un barreau d'aluminium pur, enfin 99,9% pureté, qui a le même diamètre que le tien ici, et je vais le déformer plastiquement, comme il a une limite élastique très basse. C'est extrêmement facile, c'est comme du beurre. Maintenant, ce barreau-là, il contient un petit peu de cuivre, par contre, et bon, je ne fais pas non plus de musculation, mais si j'essaye de le tordre, voilà. C'est beaucoup plus dur. Mais ils ont fait un traitement thermique dessus. Oui, et ça a permis de former des petits précipités d'aluminium-cuivre qui ralentissent aussi le mouvement des dislocations et donc augmentent sa limite élastique. Très bien. Retournons maintenant au dernier mécanisme de durcissement des matériaux, qui est ce qu'on appelle l'effet Hall-Petch. Enfin, après avoir vu les trois mécanismes de durcissement des métaux, c'est-à-dire par l'écrouissage, par une solution solide avec un autre élément qui distord le réseau ou par des précipités, le dernier mécanisme, c'est la taille de grain. C'est qu'effectivement, plus la taille de grain est faible, et puis plus les dislocations auront de la peine à se propager. Elles vont glisser le long de plan de glissement, et lorsqu'elles arrivent ici où il y a beaucoup de désordre entre un grain ici et un grain là, eh bien, elles ont de la peine à passer et ça a tendance à freiner un peu leur mouvement. C'est ce qu'on appelle l'effet Hall-Petch, qui vous dit que la limite élastique peut monter avec la dimension des grains, l'inverse de la dimension des grains à la puissance 0,5. Donc plus les grains seront petits et plus on a tendance à durcir le matériau. À noter que, comme dernière remarque, vous pouvez vous dire, mais si je fais un échantillon, si je tire sur un échantillon en traction, je n'ai pas de cisaillement du matériau, donc je n'ai pas de dislocation. Mais évidemment, si vous tirez comme ici selon l'axe X, sigma XX, eh bien, dès que vous avez des plans de glissement qui sont inclinés par rapport à la traction, eh bien, vous avez forcément du cisaillement sur ce plan, c'est-à-dire vous avez tendance à vouloir faire partir la partie supérieure du cristal ou d'un petit grain. Donc ça serait un plan de glissement qui est incliné et tout ceci peut être très bien compris à l'heure actuelle dans les monocristaux et dans les polycristaux.
En résumé, les métaux cristallins se déforment plastiquement sous contrainte par la formation de dislocations ou de macles. Pour augmenter la limite élastique, il faut freiner ces mécanismes. Et un autre moyen, bien sûr, ça serait de prendre quelque chose dans lequel il n'y a pas d'arrangement cristallin, puisqu'on pourrait difficilement former des macles ou des dislocations, et donc on est en train de parler d'un verre métallique. Alors allons de nouveau dans la salle d'expérience pour voir une petite expérience que m'a fournie le professeur Jörg Löffler de l'ETH de Zurich, le rebond d'une petite bille d'acier sur différents substrats. Alors voici une petite expérience fournie par le professeur Löffler de l'ETH de Zurich pour illustrer ces propriétés exceptionnelles qu'ont les verres métalliques. Donc, pour rappel, un verre métallique, comme son nom l'indique, c'est un métal qui est en fait la structure d'un verre, c'est-à-dire un désordre des atomes proches du liquide. D'accord. Donc si je comprends bien, par exemple ici dans ce verre métallique, il est très difficile de créer des défauts comme des dislocations ou des macles qui sont typiques d'un arrangement cristallin en fait. Et du coup, donc ça leur permet, on peut avoir une limite élastique qui est vraiment très élevée. Et donc cette petite expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ici des petites billes d'un acier très dur utilisé pour les roulements à billes, qu'on va faire rebondir sur ces deux métaux. Donc si je le fais sur l'acier, ça rebondit un peu. Ah oui, ça rapidement. Ça rebondit pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a une petite déformation plastique de l'acier qui amortit du coup le sous mouvement. L'impact. Comme un mauvais trampoline qui aurait des élastiques qui cassent. Alors maintenant, je vais essayer de voir si ce que tu dis est vrai. J'essaye sur le verre métallique fourni par mon collègue de Zurich. Ah oui, et on constate que c'est un bon trampoline. Bon, il touche un peu les bords malheureusement, mais il est beaucoup plus rebondissant. Donc il y a beaucoup moins de défauts et il y a beaucoup moins d'impact. Ceci clôt un tout petit peu la partie plasticité des métaux. Maintenant, retournons au cours pour voir la plasticité des polymères. Passons maintenant au comportement plastique des polymères. Leur comportement est très complexe de par leur structure, c'est-à-dire un enchevêtrement de très longues molécules, de chaînes de molécules. Leur comportement est très complexe à décrire, en fait finalement plus complexe que les métaux. Ce que nous pouvons dire, c'est que tout d'abord pour les thermodurcis, on a vu que les thermodurcis c'était des longues chaînes de polymères, mais qui avaient énormément de réticulation, donc de liens, et qu'on peut presque considérer cet ensemble comme une espèce de gigantesque molécule. Donc elles ont des comportements, ces thermodurcis ont un comportement relativement fragile, puisqu'effectivement il faudra rompre des liaisons très fortes sans avoir trop de possibilités de faire bouger les atomes les uns par rapport aux autres. Si par contre nous prenons des élastomères, les élastomères ils ont déjà beaucoup moins de réticulation entre chaînes et des interactions très faibles entre chaînes. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir tirer sur le matériau avec plusieurs centaines de pourcents de déformation élastique. Les atomes des longues chaînes vont bouger les uns par rapport aux autres tout en maintenant leur liaison de réticulation. Et lorsqu'on va relâcher la contrainte, on va revenir. Lorsqu'on tirera trop fort et que toutes les chaînes seront vraiment bien allongées, eh bien là, il y aura rupture fragile de l'élastomère à la fin de la déformation. Voyons maintenant le comportement des thermoplastiques, qui est certainement le plus intéressant. Ce que nous pouvons dire, c'est que le comportement des thermoplastiques, il dépend d'une part de la température et d'autre part de la vitesse de déformation. Donc à température ambiante, voici une éprouvette initiale et une courbe de déformation qui aura à peu près cette allure. Dans le régime élastique, de nouveau, si je reste en dessous d'une limite élastique, je reviens par le même chemin si je relâche la contrainte. On définira une limite élastique non pas à 0,2% mais plutôt à 0,5% puisque les polymères se déforment en général plus considérablement que les métaux. En dessous de cette limite élastique, donc comportement élastique, si on va au-delà de cette limite élastique, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez avoir tout de suite une striction qui va se passer dans une région de l'éprouvette, et cette striction correspond en fait à l'alignement des chaînes polymériques. Cet alignement ne va pas sans formation de petites fissurations, des micro-craquelures,
qu'on appelle du crazing en anglais, et qui en fait vont rendre, par exemple si le polymère était parfaitement transparent, il va devenir translucide, c'est-à-dire qu'il va diffuser la lumière dans la région fortement déformée plastiquement. Si l'on continue la déformation, eh bien la striction se propage, c'est-à-dire l'alignement des molécules s'étend, la région où les molécules sont alignées est étendue, et lorsque toutes les molécules sont quasiment alignées, à ce moment-là, on tire sur les chaînes moléculaires elles-mêmes et sur les liaisons fortes carbone-carbone, et il va y avoir augmentation très rapide de la contrainte pour très peu de déformation et rupture fragile en fait au moment où toutes les chaînes sont alignées. Mais avant, il y a tout ce comportement plastique qui évidemment, lorsqu'on est ici, on aligne un certain nombre de chaînes avec un certain nombre de défauts qui sont essentiellement des craquelures et le matériau qui reviendrait ici à sa valeur avec une déformation plastique, comme on l'a dit tout au début du cours, représentée par cette valeur. Le comportement du thermoplastique que nous avons eu tout à l'heure correspondrait à une vitesse de déformation relativement lente, c'est-à-dire qu'on a donné le temps aux molécules de pouvoir bouger les unes par rapport aux autres, créant des micro-défauts tels que du crazing, des micro-craquelures, jusqu'au moment où toutes les chaînes sont alignées, et là il y a rupture. Mais ce comportement va dépendre bien sûr de la vitesse de déformation. Pour le visualiser, je vous propose de retourner en salle d'expérience pour voir comment se comporte notre Silly Putty. Donc si on prend cette boule de Silly Putty et que je la déforme en traction gentiment, tu vois que je peux beaucoup l'étirer, ça s'amincit. Extrêmement ductile. Hein. Mais je peux énormément le déformer. Ah ouais. Alors que si maintenant, je vais peut-être faire l'expérience plus rapidement, donc je reforme quelque chose qui ressemblerait à une petite éprouvette de traction, comme ceci, pour un polymère, et je déforme à grande vitesse de déformation, et on constate qu'il rompt de manière fragile, et les molécules n'ont pas eu le temps de s'adapter à la vitesse de déformation. Qu'est-ce qu'il en est en compression? Alors en compression, je reforme de nouveau aussi un peu une petite boule. En compression, ça va être assez pareil. Donc si je le déforme lentement, j'arrive facilement à l'écraser jusqu'à en former quelque chose de galette très mince. D'accord. Alors que si on fait de la compression très rapide, qui a lieu par exemple lorsqu'on fait un rebond par terre, j'essaie de faire une petite sphère histoire que ça ne parte pas n'importe où, mais si on fait une petite boule comme ceci et qu'on fait une déformation de compression rapide, eh bien la boule revient assez facilement. Elle a eu un rebond élastique. Et on voit tout ce comportement élasto-viscoplastique finalement des polymères. Pour résumer le comportement des polymères, leur rhéologie, notamment des thermoplastiques, dépend de la mobilité des chaînes et donc par conséquent de la température par rapport à ce que l'on appelle la température de transition vitreuse, si c'est un polymère qui est plus ou moins cristallisé, la température de cristallisation. Si la température est plus petite que la température vitreuse, eh bien, on a un comportement plutôt élastoplastique, c'est-à-dire que le matériau se déforme plastiquement, on fait des crazing, etc. Si on est au-dessus de la température de transition vitreuse, on a un comportement plutôt visco-élastoplastique, comme on l'a vu avec le Silly Putty, et là, ça va dépendre très très fortement de la vitesse de déformation. Avant de conclure ce chapitre, nous allons parler des cartes d'Ashby, bien évidemment, de la limite élastique des matériaux ou de la résistance maximum pour les céramiques. Et comme on va le voir sur la dia suivante, ces valeurs dépendent très fortement du traitement que l'on va faire au matériau, des éléments d'adjonction qu'on va lui ajouter. En effet, sur cette carte qui représente le module élastique de Young, dans une échelle toujours logarithmique en gigapascal, eh bien, si vous prenez par exemple un acier, il a une valeur relativement bien déterminée, qui est environ 200 gigapascal. Si vous prenez par exemple un polymère ici tel que des époxys, ben vous voyez sa valeur qui est d'environ quelques gigapascales, 2-3 gigapascales.
Mais ce que l'on constate, c'est qu'en tout cas pour un certain nombre de matériaux, la limite élastique ou éventuellement la rupture en traction pour un composite et puis pour une céramique, la limite aussi de rupture, eh bien cette valeur, ça s'étend sur plusieurs ordres de grandeur. Par exemple ici pour des verres silicates, ici pour des alliages de cuivre, on peut avoir une, voire même presque 2 décades dans la limite élastique. Et ça, c'est lié au fait qu'en empêchant la formation de défauts, eh bien, on peut augmenter cette limite élastique de la plupart des matériaux. Pour conclure, résumons, la plasticité des métaux est liée à la formation de défauts, dislocation macle, à température ambiante, le comportement des métaux est de type élastoplastique. Si on chauffe le métal proche de 2/3 de son point de fusion en degrés Kelvin, nous verrons qu'il a un comportement aussi viscoélastoplastique comme les polymères. On peut augmenter la limite élastique de ces métaux en mettant des obstacles à la propagation de ces défauts. On peut aussi bien sûr faire des matériaux composites en mélangeant des matériaux plutôt ductiles, mais pas très résistants, avec des matériaux extrêmement résistants mais un peu fragiles. C'est typiquement le cas des polymères renforcés par des fibres de carbone ou des fibres de Kevlar. Le comportement des polymères, puisqu'on vient d'en parler, il est lié à la mobilité des chaînes entre elles. Il dépend fortement de la température, voire de la vitesse de déformation. Et une fois les chaînes alignées dans le sens de la traction, eh bien là, le comportement est en général de type fragile vers la fin de la déformation. La prochaine fois, nous verrons, puisqu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, le comportement des céramiques et nous verrons notamment qu'elles ont un comportement plutôt de type fragile, c'est-à-dire qu'elles ne préviennent pas à la rupture, et tout ceci sera lié à leur faible ténacité, notion que nous verrons et que nous définirons dans le cours suivant.